dans le cadre de mes fonctions qui sont liées au rapport avec la presse en général et les médias. Et donc il fallait que je fasse une première tournée des popotes. Donc il y avait d'abord, de toute façon, un voyage qui était prévu. Alors ensuite, l'actualité politique s'est légèrement accélérée, comme vous le savez. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené à m'engager dans une campagne, si ce n'est d'explication, mais au moins un échange avec les médias qui estimaient que l'actualité congolaise devenant brûlante, il fallait avoir tous les points de vue, donc ceux des adversaires du référendum ou du changement de constitution, et l'avis de ceux qui prônent et le oui au référendum et le changement de constitution. Je crois que c'est un peu cette... On y reviendra, mais en attendant, dites-moi, monsieur le ministre, depuis combien de temps êtes-vous ministre et quel âge avez-vous lorsque Agada était ministre? Bon, je ne vais pas me comparer à une autre personnalité, je dis simplement qu'à titre personnel, j'ai 50 ans et que je suis ministre depuis bientôt 8 ans. Et quel âge avez-vous quand Agada était déjà ministre? Ben, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quand il a été nommé ministre. Dans les années 80, déjà, M. Agada était ministre. Je ne sais pas si cette question a un intérêt. Il y a des... Oui, il y a un intérêt parce qu'il y a dans votre gouvernement des ministres qui sont des éternels ministres, comme on les appelle. Et les gens aimeraient un peu savoir pourquoi votre système fait perdurer certains comme ça. C'est pas le système, c'est la République. Bon, vous savez, je vais vous dire, si vous parlez spécifiquement du ministre d'État Dada, il y a ce qu'on peut avoir comme image de l'extérieur d'un homme, et puis il y a la réalité. Vous savez, vous parlez là de quelqu'un, parce qu'un gouvernement, c'est une équipe. Une équipe, c'est différents talents, compétences qui sont mises en harmonie pour que l'équipe travaille au mieux. Dans une équipe, vous avez des gens qui ont de l'expérience et qui, quand vous vous retrouvez à réfléchir collectivement à des dossiers qui sont parfois les dossiers qui relèvent par exemple de ma compétence, vous verrez des gens plus âgés, plus expérimentés, qui pourront vous éclairer. Et vous pourrez leur apporter aussi cette petite touche de modernité sur la gestion de leur dossier. Donc ça veut dire qu'il y a l'intergénéralité au sein du gouvernement, des différents gouvernements de Sassou, et les aussi gouvernements de la République. pour celui-ci. Mais pourtant, on ne sent pas l'efficacité de cette intergénérationnalité, monsieur le ministre. Bon, là après, il y a l'interprétation, on va dire l'opinion politique. Il y a des gens qui considèrent que le pays avance, puis il y a des gens qui disent ça n'avance pas. C'est ce qui fait d'ailleurs le distinguo entre ceux qui soutiennent l'action et ceux qui disent nous nous opposons. Celui qui s'oppose, il s'oppose en estimant soit que les résultats ne sont pas bons, ou que la direction choisie n'est pas la bonne. Parfois les deux. Alors, je vais sur le simple principe que si l'intergénérationnalité avait produit des effets escomptés, est-ce qu'on serait allé à un changement de la Constitution aujourd'hui? Bon, ma soeur, il faut peut-être prendre une minute pour se dire ceci. Aujourd'hui, nous avons une constitution qu'on peut considérer comme une constitution d'exception, parce qu'elle répondait à une nécessité que la gouvernance soit orientée vers la reconstruction du pays. On avait connu une décennie pendant laquelle des conflits politiques qui étaient nés d'une interprétation de la constitution sortante, celle de 1972, avaient plongé le pays. Et dans la violence, dans tout ce qu'on a connu, les destructions. Cette constitution a eu un parti pris en 2002. C'était de dire on va concentrer le pouvoir d'État entre les mains d'un exécutif fort et faire que cet exécutif fort ne soit pas embêté, tiraillé par des querelles politiciennes, multiples motions de censure, gouvernement renversé, recherche des majorités parlementaires parfois introuvables. Et en Afrique, on sait souvent que ce n'est pas avec les torches qu'on cherche les majorités, mais avec des espèces sonnantes et trébuchantes, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y avait la nécessité de donner à l'exécutif du temps et de la stabilité. C'était ça l'objectif. Ce qui a été fait pendant 14 ans, ce qui a été fait pendant 15 ans, 13 ans, 19 ans, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, mais il y avait 5 ans de période de... Non, mais là, nous étions dans un autre contexte, c'était l'acte fondamental, qui avait pas tout à fait le même équilibre. D'accord, qui a régi le pays pendant 5 ans. Alors, donc, en tout, il y a eu une gestion quand même d'environ 19 ans. Oui. Mais là, on parle de la Constitution, pas de la gestion. Il y a eu une gestion d'environ 19 ans de Sassou Nguesso. Et monsieur Mongala, pourriez-vous nous dire lesquels articles de votre nouvelle constitution mis à disposition il n'y a pas très longtemps donnent l'immunité au chef de l'État?
Il n'y a pas d'immunité de juridiction. Je vais vous expliquer. Parce que là, je lis sur Internet des choses qui me paraissent extrêmement pas tout à fait conformes à l'esprit du projet qui s'inscrit aujourd'hui dans notre projet de constitution. Il y a ce qu'on appelle 2 types de responsabilités en matière pénale. Il y a la responsabilité pénale personnelle, c'est-à-dire que si moi je vous agresse là, et je vous donne un coup de couteau, je suis en train de commettre un acte personnel. Et puis il y a ce que je peux commettre dans mes fonctions de président de la République, si je suis président, ou dans mes fonctions de ministre, telles que je suis aujourd'hui. Et donc la Constitution qui est en projet propose qu'un président de la République qui aurait pu être amené au cours de ses fonctions de poser des actes qui sont liés à la gestion de l'État et qui pourraient être constitutifs dans un contexte privé d'actes considérés comme criminels, il ne peut plus, après la cessation de ses fonctions, être poursuivi, par exemple, par un régime différent opposé au sien, qui viendrait derrière, dans la même République, je dis bien, mais qui dirait, nous sommes devenus le pouvoir, eux, ils sont devenus l'opposition, on va chercher l'ancien président de la République sur des actes qu'il a posés en tant que président. Je vous donne un exemple. Vous savez, non, je vous donne juste un exemple. On y reviendra, oui, vous aurez largement le temps de parler. Mais vous saviez au moins que ça risque... Pour que vos auditeurs et vos téléspectateurs comprennent, c'est ça que je veux faire comprendre. Si par exemple... si vous me touchez, on risque de dire l'intimité. Ah oui, qu'on est intime, oui. Pardon. Sachant que c'est la première fois que nous nous voyons et vous le savez. D'ailleurs. D'ailleurs, mais bon. Je reviens à ce que je disais. Ce sont les actes liés à l'exercice de la fonction qui sont couverts par une immunité de juridiction. C'est ça. C'est-à-dire que si en tant que chef d'État, le président est amené, par exemple, à faire une intervention militaire étrangère, ça arrive, hein, on déclare la guerre à l'État, etc. Si demain, donc si on comprend bien, ça veut dire que pour les disparus du BIT, par exemple, s'il y a un procès, le président qui l'aura commis répondra devant les juridictions nationales et internationales. Mais là, on ne parle pas de quelque chose qui aujourd'hui a été jugé au Congo, et on ne parle pas d'une affaire qui est étrangère à la gestion de l'État. Là, je vous parle, je répète, pour que ce soit clair, parce que là, on fait œuvre utile. Vous avez une opinion que vous exprimez, et moi, j'essaye d'éclairer vos auditeurs. Je répète le propos. À partir du moment où l'acte constitutif de l'éventuelle poursuite au crime était étroitement lié à la gestion de l'État. Je suis chef d'État, je suis engagé dans un conflit avec un pays étranger. Dans ce cadre-là, il y a des actes de guerre qui sont posés. Je quitte mes fonctions de président de la République et cette constitution fait que si ces actes pour lesquels un individu ou un groupement le poursuivait, après la cessation des fonctions, eh bien le juge dirait « Monsieur Mungala avait agi en tant que chef d'État, il a posé des actes qui relèverait de sa fonction de chef d'État, et il ne sera pas poursuivi pour ça. Par contre, si M. Mungala vous poignarde, tout en étant chef d'État, il est poursuivable. Mais dans quel cadre mettons-nous maintenant les disparus du BIT? Mais là, vous parlez d'une affaire, mais une constitution ne résout pas un problème d'une affaire particulière. C'est que nous savons tous que cette constitution stipule que quiconque poursuivra le chef de l'État dans ses exercices, qui aura commis tel ou tel autre acte pendant son exercice, sera frappé de haute trahison. Ma sœur Sadio, je viens de vous répondre, je vais le répéter pour que ce soit clair pour vos auditeurs. Tout acte posé dans le cadre des fonctions du chef de l'État et dans la gestion de l'État sont des actes qui sont couverts, après la cessation des fonctions, par l'immunité. Maintenant, tout acte étranger à l'exercice des fonctions qui sont commis par le chef de l'État ne sont pas couverts. C'est-à-dire pillage, vol, viol, crime de quelque nature pendant son exercice des fonctions. Est-ce que le pillage et le viol sont prévus par... Vous savez que nous avons affaire au bien mal acquis. Alors vous mélangez tout là. C'est une forme de pillage du trésor de son pays. Là vous commentez. Posez-moi une question et je réponds à vos questions. Là c'est plus une question, c'est un commentaire. Est-ce que les disparus du BIT, le procès crime économique des biens mal acquis sera, crime économique, c'est-à-dire bien mal acquis, sera considéré comme un non-crime maintenant? Madame Sadio, je vous répète, et je crois que c'est la troisième fois que je le fais, et je pense que cette question va être entendue comme telle par vos auditeurs. Tout acte qu'un chef d'État en exercice, conformément à l'article que vous évoquez,
qui est en rapport avec l'exercice de sa fonction de chef d'État et en rapport avec la gestion de l'État est couvert par une unité de juridiction. Tout acte étranger à l'exercice de la fonction ou à la gestion de l'État n'est pas couvert. C'est ça que ça veut dire. Alors, donc, ça veut dire que vous avez une raison, ou du moins le président Sassou avait une raison de changer cette constitution. Et étant donné que, qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Et étant donné que le verrou de nombre de mandats saute, alors on passe à autre chose. Et étant donné que là, on est passé à autre chose. Il y a maintenant une réduction du nombre de mandats qui passe à 5 ans, mais renouvelable 2 fois. Est-ce que c'est pour permettre à Sassou, Monsieur le Président Sassou, Monsieur le Président Sassou, puisque même à moi, vous me dites monsieur. Monsieur, vous non, dites à moi, que, même monsieur Mongala. Donc, permettez que je souhaite que vous disiez non chef seulement de l'État, journalistes, mais militants, nous considérons qu'un chef d'État, vous savez, qu'en 97, le président Sassou avait fait, l'ancien président Sassou, avait fait partir Lissouba pour tentative de parjure. Et que lui-même aujourd'hui, en 2015, refait la même chose qu'il reprochait Sadio, on va essayer d'avancer de manière pédagogique, si vous le permettez. Les commentaires, vous êtes tout à fait en droit de les faire. Posez-moi des questions. Alors, et après, vous pourrez faire la synthèse et dire là, le ministre a menti, là, c'est bien, là, c'est pas bien. Monsieur le ministre, est-ce que le changement de la Constitution que vous prônez, que vous êtes venu vendre aux médias ici, est fait en sorte que le président Sassou meure au pouvoir? Qu'est-ce que vous voulez qu'on appelle président? C'est pas que je veuille, c'est il est président. C'est le président de la République. Bon, non, mais là, c'est parce qu'il y a une sorte d'abcès de fixation qui est fait sur une personne. Moi, je vais juste vous dire ceci. Dans l'hypothèse où nous ne ferions aucun changement de la Constitution, puisqu'on parle d'alternance, qui est un concept tout à fait clair, l'alternance étant le fait qu'une équipe politique battue régulièrement dans les urnes est remplacée par une équipe politique qui a gagné régulièrement dans les urnes, et que l'équipe entrante doit pouvoir, dans un délai raisonnable, prendre possession des affaires d'État et appliquer le programme pour lequel les populations viennent de l'Union. Chez moi, c'est ça l'alternance. Quand François Hollande gagne le 6 mai 2012, en 3 semaines, le processus démocratique en France a permis qu'il prenne en main les leviers de l'État et qu'il devienne non seulement titulaire de la fonction de président, mais qu'il ait une majorité parlementaire. Là, il y a eu complètement alternance. Chez nous, j'aperçois un risque que si nous nous focalisons exclusivement sur le remplacement du chef de l'État, peu importe l'identité du chef, le remplacement, et qu'un opposant ou que quelqu'un qui ne soit pas issu de la majorité actuelle soit élu, notre Constitution va faire qu'on aura une alternance différée. Parce que ce chef d'État élu, prenant ses fonctions le 14 août 2016, va se confronter à une absence de majorité. Est-ce qu'il y avait une urgence? Une urgence non, c'est un exemple que je vous donne. C'est le premier exemple. De mandat de Sassou, on est à moins d'une année des prochaines élections. Est-ce que des réformes de ce genre ne pouvaient pas être du ressort du prochain président? Quelle précipitation avait Sassou à le faire au moment où il devrait plutôt présenter son bilan? Il est plus président encore. Il devrait plutôt être en train de préparer son bilan de président sortant. Bon, Madame Sadio, le débat, ça fait à peu près 15 à 18 mois qu'il est latent et qu'il est brûlant. Un débat, il faut le laisser arriver à un certain niveau. Il est arrivé à un certain niveau. Il y a clairement, depuis une douzaine de mois, 2 grands blocs qui sont antagonistes. L'un qui dit qu'il faut faire évoluer les institutions, l'autre qui dit qu'il ne faut pas surtout. Le seul juge de paix qui existe, c'est le peuple. On est arrivé à un moment, il n'est jamais trop tôt ou trop tard. C'était le moment maintenant. Après, on peut gloser sur, oui, il change les règles du jeu à la veille. Mais en démocratie, ma sœur Sadio, à quel moment on peut considérer que la partie s'arrête? Justement, Thierry Mongala, vous avez pu voir le 27 septembre dernier, vous avez pu voir une grande partie, sinon la majorité des Congolais, sortir pour contester le projet référendaire de Sassou Nguesso. Vous avez pu voir en une journée, vous allez me dire 30 000, moi j'estime à 300 000, on ne s'entendra pas sur les chiffres, mais vous avez bien vu qu'il s'agit bien de beaucoup de Congolais, la plupart du temps des jeunes. Ma soeur Sadio, moi je n'affirme rien.
Moi, je ne dis jamais quelque chose quand je ne suis pas témoin et quand je n'ai pas un outil statistique en ma possession. Moi, je me fie aux déclarations. Attends, mais vous avez pu entendre 15 000, 30 000 et 300 000. Je vous dis ceci, je vous le répète. J'ai entendu les leaders de l'opposition eux-mêmes, et dernièrement, M. Sati Mabiala, dans les dépêches de Brazzaville, il y a une semaine, j'ai pris l'avion juste après, qui a lui-même déclaré qu'il y avait environ 30 000 manifestants à leur meeting. Point. 30 000 manifestants. J'ai entendu Zakaria Bouao dire sur France 24 qu'il y en avait 300 000. Mais Zakaria Bouao, vous-même, vous êtes à Paris, vous n'étiez pas à Brazza. Et moi, je considère que celui qui a assisté lui-même à l'événement, il dit 30 000. C'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit. Alors 30 000. Meeting Madame Sadio, non, mais on n'est pas là pour faire un étalage de nos muscles respectifs pour savoir combien on a mobilisé. Je vous dis, vous me posez la question. Un des participants du meeting, et pas des moindres, parce que c'est le seul parmi ceux-là qui a des députés à l'Assemblée, qui a un groupe parlementaire, c'est M. Sati Mabiala, qui a dit on était 30 000. Moi je dis, Madame Sadio, 30 000 sur une population de capitale d'1,2 million habitants, c'est une mobilisation honnête, mais ce n'est pas un triomphe. Alors, il faut quand même le dire, c'est pas tout le on va passer à autre chose. Par contre, je vous dirai ceci. Je voudrais savoir. Maman Sadio, je vous dis juste ceci. Je reconnais qu'une mobilisation de plusieurs milliers de Congolais a été, de la part de l'opposition qui jusque-là ne mobilisait pas autant, est arrivée à un niveau de mobilisation que j'ai qualifié tout à l'heure d'honnête. Le PCP aussi n'a jamais mobilisé autant. Bah, on a fait 100 000 cette fois-ci, madame. Oui. On a fait 100 000. Oui, mais nous, on avait des images truquées aussi. Passons. Oh, bah écoutez, alors, non, vous allez me dire que je suis votre contradicteur. On rentre dans la divination. Monsieur Mungala, à un moment du débat sur le changement ou non de la Constitution, vous aviez dit que la Constitution n'était pas une Bible. Absolument. Après l'avoir dit, comment vous êtes senti? Est-ce que c'est d'une posture juridique, comme vous l'avez dit, ou d'une posture politique? Madame Sadio, tous les changements de Constitution, comme les lois, obéissent à ce qu'on appelle le parallélisme juridique des formes. C'est ça le critère. Quand une loi est remplacée par une autre, la loi ordinaire, elle précise cette loi remplace et abroge une disposition antérieure contraire. Parallélisme des formes, si c'était une loi adoptée par le Parlement, on voit que celle-là aussi est remplacée. Aucune constitution au monde, hormis des cas très précis, n'existe dans l'histoire. La constitution espagnole, je crois, de 64, la constitution allemande de 1949. Sénégalaise de 60, l'américaine de tout le temps. Non, la constitution américaine ne dit pas comment il faut la changer. Je vous dis, aucune constitution n'a jamais prévu sa modification. Écoutez-moi, sauf cas de force majeure. On n'est pas dans ce cas-là. Écoutez-moi, aucune constitution ne prévoit son mode d'extinction. Vous avez trouvé la formule la plus juridique possible. C'est cela. Mais puisqu'aucune constitution ne prévoit son mode d'extinction, ça veut donc dire qu'il n'est pas illégal de demander au même peuple qui a voté la dite constitution, eh bien d'aller vers sa modification, son changement. C'est cela. Vous l'avez dit vous-même. Est-ce que ça devient finalement l'inverse du PCT de faire cautionner au peuple ses propres vérités? Moi, je ne suis pas du PCT, là, je vous parle du gouvernement de la communication. On passe à une autre question. Voilà, sauf être président ou sauf être ministre, que saura faire Sassou Thierry Mongala? Bon, ben, il n'y a pas une espèce d'hydre à deux têtes, donc il y aurait une tête qui s'appelle le président Sassou, l'autre ministre Mongala. Ce sont deux, vous n'aurez pas manqué de remarquer qu'on est deux personnes différentes et je suis son collaborateur. Non, j'ai remarqué que vous n'étiez pas sous oui, je pose la question à dessein. À part être président et être ministre, que pourrait faire Sassou? J'ai été nommé ministre. Moi, je ne parle pas du président parce que je n'ai pas à répondre à titre personnel à sa place, mais je parle de mon expérience. J'ai été nommé ministre, j'avais 42 ans. Aujourd'hui, j'en ai 58 ans après. J'ai donc vécu pratiquement les 3/4 de ma vie sans occuper la fonction de ministre. Je pense que j'arriverai à survivre le jour où je perdrai cette fonction parce que je ne l'ai pas occupée la plupart du temps de ma vie. Et par principe, je dis bien par principe, c'est un peu comme quand on naît à la vie. Dès qu'on naît à la vie, on sait qu'on va mourir un jour. Dès qu'on est nommé à une fonction, on sait qu'on va la quitter un jour, il faut donc se préparer à cela. Donc vous êtes préparé, M. Mongala, nous arrivons pratiquement à
à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot à dire, surtout à destination des jeunes qui militent à faire tomber l'ambassade de France ici? Non, je n'ai rien à dire à cela. J'ai été moi-même un jeune, je suis né en France, j'ai vécu toute ma jeunesse ici, j'ai fait mes études ici, et je garde le souvenir du plaisir, de la fierté que j'avais quand j'allais à l'ambassade du Congo, et peu importait les régimes, le plaisir que j'avais en tant que Congolais, en tant que patriote, à aller à l'ambassade du Congo ou à l'OGES, qui était donc l'organisme qui traitait les étudiants boursiers. J'étais un étudiant boursier. Donc moi, je considère, je le dis très tranquillement, que je suis triste. Je suis triste. Et de voir que les Congolais n'ont pas d'eau? C'est votre interprétation. Quand vous aurez la possibilité de venir me visiter dans ma circonscription électorale. Pour être respecté à nouveau? Ah non. Bon, écoutez, quand vous aurez ce plaisir-là, ce que je souhaite, hein, vraiment, je vous le souhaite très sincèrement, je vous emmènerai faire les 2 axes de ma circonscription, comme les autres députés le feront dans leur circonscription. Il y a un projet qu'on appelle Eau pour tous. Maintenant, là? Eau pour tous. Maintenant. Eau pour tous, qui est un projet qui a donné de l'eau potable partout. Maintenant, il y a des problèmes, nous sommes d'accord. Il y a un problème particulier, notamment en zone urbaine, qui est celui de la vétusté des circuits de distribution de la SNDE, et qui a même causé, rappelez-vous, une espèce de fuite de l'entreprise étrangère qui avait été recrutée après appel d'offres et qui a constaté qu'ils n'avaient pas, eux, les capacités financières probablement pour combler le gap. Parce qu'effectivement, il y a ce problème-là. Donc je crois que, regardons le problème en face, il y a un problème technique. Merci, grave, monsieur le ministre. Et nous avançons. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci. Bon, ça n'a pas été si méchant que ça. Ah mais je ne suis pas méchante. Tu avais des appréhensions bizarroïdes pour rien. Non, non. C'est fini, on ne peut pas faire d'insert. Mais j'aurais aimé